Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous des midis du Conseil organisé par la Chambre professionnelle du Conseil Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, nous aimerions mieux vous connaître et pour cela, nous vous proposons de prendre quelques secondes pour jeter un coup d'œil aux questions qui vont être posées à l'écran et vous répondez donc en cliquant sur le sondage. Donc, il y a essentiellement il y a 58 de consultants, des futurs consultants, il y en a 8 et des représentants d'une institution, il y en a 8 et étudiants, étudiantes, une, enfin 8 aussi et autres. Voilà, bah, écoutez, merci pour ça. Vous allez donc participer à une séance d'échange entre consultants, comme nous en faisons, parfois dans notre chambre professionnelle du conseil. Un membre de notre chambre va vous présenter une présentation et qui sera suivie d'une séance de questions et réponses. Mais auparavant, je vais vous présenter en quelques mots notre chambre. La chambre professionnelle du conseil, elle a en gros 4 missions. 2 missions tournées vers l'extérieur et 2 missions tournées vers l'intérieur. Les missions vers l'extérieur, représenter les métiers du conseil auprès des institutionnels et des groupements professionnels et agir pour le développement économique de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. 2 missions à destination des consultants. Offrir un lieu d'échange entre consultants, un lieu d'entraide, un lieu d'accueil, accueillir les membres et les aider à monter en compétences. Pour cela, pour aider nos membres à mieux servir leurs clients, notre chambre professionnelle du conseil, avec la Fédération nationale des chambres professionnelles du conseil, nous avons choisi de mieux servir nos adhérents et pour cela, nous avons mis en place une démarche certifiée par l'AFNOR sur la base d'un référentiel spécifique. Cette démarche comporte 6 engagements. Premier engagement, faciliter votre intégration dans notre structure avec un accompagnement par un référent, un parrainage. Deuxième engagement, c'est agir pour vous donner plus de visibilité sur votre territoire économique. Troisième engagement qu'on a vis-à-vis des membres de notre chambre, vous proposer une offre de service tournée vers le développement de votre professionnalisme de conseil. Quatrième engagement, vous offrir des prestations spécifiques qui contribuent à la pérennité de votre entreprise de conseil. Cinquième engagement que nous prenons, favoriser la mise en relation de votre entreprise de conseil avec vos pairs, qu'ils soient membres ou pas. Et sixième engagement, répondre rapidement de manière adaptée et personnalisée à chacune de vos sollicitations. Concrètement, si vous voulez adhérer à la chambre, vous trouverez chez nous, dans notre chambre, une base de documents de bonnes pratiques partagées entre toutes les chambres professionnelles du conseil au niveau de la France. Un intranet permettant une communication entre les membres, permettant de planifier des événements et puis la gestion de l'association. Et des ateliers tels que développer son offre et la valoriser, ou ateliers de prospection, vente du conseil, savoir se présenter en 1 minute, groupe de travail sur le positionnement stratégique, des offres de co-développement, etc. Mais nous organisons aussi des événements ouverts à tous, comme les universités d'été ou encore ce webinaire que vous avez aujourd'hui la chance de partager avec nous. Si vous avez des questions au sujet de la chambre, nous pourrons échanger à la fin de ce webinaire. Mais aujourd'hui, je laisse Alain Pollard vous parler du ROI du conseil. Allez, Alain, à toi la parole. Eh bien, merci. Alors, j'ai mis mon chapeau pour être comme sur la photo. Je vais quand même l'enlever, peut-être par politesse, je ne sais pas. Alors, bonjour à tous. Merci de suivre ce webinaire. C'est le 7e, midi du conseil, et vous allez pouvoir vous poser vos questions dans la colonne de droite qu'on appelle le chat, et je répondrai en fin de présentation. Alors, le retour sur investissement du conseil. Alors d'abord, le ROI, en fait, c'est Return on Investment, donc c'est un terme américain. Si on essaye de le traduire en français, retour sur investissement, l'acronyme c'est RSI. Alors certains indépendants n'ont pas de bons souvenirs, donc on va garder le ROI, ça fait le roi du conseil, et finalement c'est la bonne formule. Les deux questions
qu'on peut se poser, vu du côté du conseil, c'est comment prouver qu'il y a un retour sur investissement d'une mission de conseil. Et côté client, alors je souhaite qu'il y en ait quand même quelques-uns qui soient dans notre auditoire aujourd'hui, c'est comment l'évaluer. Et vous allez voir que c'est un processus qui est évidemment collaboratif entre le consultant, le conseil et son client. Alors, un deuxième sondage, alors là, c'est une grande première. Est-ce que vous allez pouvoir lancer ce sondage? Le sondage, c'est comment est présenté le prix d'une prestation de conseil? Est-ce que c'est à partir du temps passé? J'ai représenté un compteur de taxi du XXe siècle, parce que dans le XXIe, ils ne sont plus comme ça. Ou bien, est-ce que c'est au forfait? Ou bien, éventuellement, autrement? Donc, je vous invite à répondre à la manière dont, si vous êtes conseil, vous présentez votre offre, et si vous êtes client, dont on vous la présente. Au temps passé, au forfait ou autrement. Je laisse le sondage encore quelques secondes. On a 93% de répondants. Et je vais afficher les résultats dans la foulée. Alain, est-ce que tu vois les résultats? Si tu me les commandes, ça sera encore mieux. Parfait. Donc, on a 36% qui présentent leur prix de mission de conseil au temps passé avec un prix journée. On a 30% qui présentent un prix au forfait et 30% qui présentent le prix autrement. Très bien. Donc, on est partagé. Alors, est-ce que c'est un problème? En fait, y a-t-il un problème? Pour les consultants, le problème, ça peut être la peur d'annoncer votre prix au moment fatidique où finalement vous avez bien argumenté sur la pertinence de votre mission et puis vous annoncez le prix, qui est d'ailleurs la première chose, si vous remettez un document écrit, c'est la première page que votre interlocuteur va aller chercher, bien évidemment. Et pour vous, clients, ça peut être que vous trouviez que c'est tout simplement trop cher. Et donc, on va parler de pognon. On va parler d'un pognon de dingue. Vous savez, c'est une expression qui est devenue à la mode là, depuis quelque temps. En fait, c'est cher par rapport à quoi? Eh bien, il y a deux questions. C'est combien vaut le client et combien vaut le conseil? Oh là là, attendez. Combien vaut le conseil? Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, combien vaut le conseil? Est-ce qu'il vaut plus qu'il ne le pense? Est-ce qu'il est trop cher? En fait, la question est combien se vend-il? Et nous avons, au sein de notre fédération, fait une enquête qui a déjà quelques années. Et voilà le prix de journée qui est pratiqué statistiquement par l'ensemble de par nos adhérents. Donc, on voit que entre 900 et 1200, c'est là qu'il se dégage une majorité de présentation de prix. Alors, regardons maintenant les chiffres pour les clients qui sont typiquement les TPE, les PME. Donc, on va s'intéresser à une enquête qui a été faite par la CGPME. À l'époque, elle s'appelait comme ça, qui date un petit peu, mais on peut penser que les chiffres sont raisonnablement cadrés. Et j'ai travaillé sur donc, la moyenne annoncée de cette enquête de rémunération de dirigeants, dirigeantes. Ça, c'est la rémunération. J'ai proposé que le coût soit en fait tout simplement le double, c'est-à-dire avec les charges sociales et puis avec un peu des frais, parce qu'un dirigeant, une dirigeante, ça a besoin de bureau, ça a besoin d'électricité, ça a besoin de voiture, ça a besoin d'un certain nombre de choses, et pour calculer ensuite sur un coût de jour travaillé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour les TPE de moins de 20 salariés, le coût, ce n'est pas la rémunération, le coût du dirigeant ou de la dirigeante par jour travaillé, c'est 460 €. Et pour des TPE, des PME de 20 à 50, on est à 700 €. Et donc,
vous comprenez bien que le client, il va comparer sa propre rémunération, en fait, en coût, à votre prix de journée. Et donc, il risque de se poser la question, mais pourquoi diable je paierais un conseil 2 fois, voire 3 fois plus cher que moi? Surtout que c'est un conseil, il ne connaît pas mon entreprise, il ne connaît pas mon marché, il ne connaît pas mes process, il ne connaît pas mes clients. Donc, ça peut être une question. Et tiens, d'ailleurs, dans mon oreillette, on me dit qu'il y a un écran de pub. Alors, je suis désolé, mais vous savez, on vit dans le monde de la pub maintenant, donc il y a la pub partout. Donc, il y en a un peu dans cette conférence. Eh bien oui, voilà, il y a un écran de pub qui arrive. Tiens, c'est le syndicat de la fraise AOP. Bon, amour de fraise, bon, c'est mignon. Ben, ça tombe bien parce qu'on va parler effectivement de fraises. Voici la Gariguette. C'est la première fraise produite sur notre territoire. La saison va bientôt arriver, c'est mars-avril. En fait, elle ne dure que 4 semaines. Et ça, c'est de la confiture de Gariguette, donc de la même variété. Et voilà les prix. 10 € le kilo pour le fruit frais, 35 € le kilo pour la confiture. Comment justifier la différence de prix? Alors, vous allez me dire, bah, bien sûr, il y a de la transformation, il faut chauffer, il y a un peu de sucre, il y a de l'emballage, etc. Mais quand même, 3,5 fois plus cher, ça pose question. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est 3,5 fois plus cher. Parce que la Gariguette, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, c'est 4 semaines par an. Avant, il n'y en a pas. Après, il n'y en a pas non plus. Alors que la confiture, c'est du concentré de fruits et c'est disponible quand on veut et aussi fréquemment qu'on le veut. Eh bien, figurez-vous que le conseil, c'est pareil. Le conseil, c'est comme la confiture, c'est du concentré d'expertise et c'est disponible à tout moment et seulement quand le client en a besoin. Alors, la motivation. On va s'intéresser avant de vraiment aborder cette notion de retour sur investissement, quelles sont les sources de la motivation? Alors, regardons ce jeune homme, il a l'air très motivé, il est dans l'action. Et la programmation neurolinguistique nous apprend qu'il y a 2 grandes familles de motivation. La première, elle s'appelle s'éloigner de. Alors, s'éloigner de quoi? Là, j'ai représenté un danger, mais ça peut être d'un problème, d'une difficulté, d'une insatisfaction. Voilà la première famille d'actions. Je me mets dans l'action parce que je veux éviter quelque chose qui est de l'ordre de l'inconfort. La deuxième famille, c'est aller vers, c'est-à-dire être attiré par. Et donc, si on résume dans ces 2 grandes familles, si on transpose dans le monde de l'entreprise, eh bien, c'est résoudre un problème, résoudre une difficulté, surmonter un obstacle, ou bien atteindre un objectif, c'est-à-dire quelque chose que l'on souhaite ardemment atteindre. Alors ça, ce sont les sources de motivation. Une fois que la motivation existe, encore faut-il prendre une décision. Et là, eh bien, Antonio Damasio, qui est un neuropsychologue d'origine portugaise, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, affirme par les études, et il les a manifestement prouvées, que toutes nos décisions humaines sont émotionnelles. Alors, il se trouve qu'au pays de Tonton René, vous avez reconnu René Descartes, eh bien, certains d'entre nous, j'en fais partie à certains moments, avons besoin de nous rassurer avec du rationnel. D'où cette notion de retour sur investissement qui va vous permettre de conforter votre client ou, en tant que client, d'être conforté, de prendre la bonne décision et qui va donc vous permettre, j'ai symbolisé un tableau Excel avec des graphiques, ça c'est vraiment du rationnel pur, et qui va vous permettre, ensemble, de construire la valeur de la mission. Et ce faisant, eh bien, si vous êtes conseil, consultant, de vous distinguer de la manière dont vos concurrents travaillent. On a vu tout à l'heure qu'un tiers, en gros, font un prix de journée avec une durée, un tiers font un forfait. Et donc, on va voir que construire la valeur, ça équivaut effectivement à une formule forfaitaire. Alors, cette construction de valeur, elle est basée sur les travaux d'un Américain qui s'appelle Jack Phillips, qui est l'expert mondial du retour sur investissement. Il est fondateur et CEO du Roy Institute de Birmingham, en Alabama.
Il a commis de nombreux ouvrages, dont notamment celui-ci sur le ROI du consulting. Alors, bien entendu, je n'ai pas la prétention de résumer, enfin si, j'ai la prétention de résumer son bouquin en quelques instants. Et j'ai fait évidemment donc une synthèse et une simplification de ses travaux. En fait, c'est paradoxalement assez simple, il y a 5 questions à poser. La première, quels sont les impacts opérationnels de la mission? Quels sont les indicateurs s'il y en a? Est-ce que la mission est la seule cause de la manifestation de ces impacts? Quelle est la valeur créée? Et quel est le coût de la mission? Alors, commençons par les impacts opérationnels. Un conseil, c'est bien évidemment un facteur de changement dans l'entreprise, dans l'organisation. Il y a donc forcément des impacts positifs à attendre. Alors, il y a des impacts tangibles, par exemple, réduire les stocks, réduire les dépenses énergétiques, réduire l'empreinte carbone, augmenter les ventes. Et puis, il y a des impacts intangibles, par exemple, développer l'attractivité, travailler la marque employeur, améliorer l'engagement des personnels. Et donc, je vais illustrer ce parcours avec un cas dans quelques instants. Donc, quels sont les impacts? Ensuite, quels sont les indicateurs qui permettent de suivre, de mesurer ces impacts? S'ils n'existent pas, eh bien, ça peut être une opportunité de vente additionnelle pour aider le dirigeant à mettre en place ces fameux indicateurs. La troisième question, c'est la mission est-elle l'unique cause des impacts? Alors, j'ai choisi les Shadocks. Les plus anciens d'entre nous ont entendu parler des Shadocks. Je m'excuse pour les plus jeunes. Les Shadocks, c'était des petits personnages bizarres qui vivaient sur une planète bizarre, mais enfin, ils ressemblaient étrangement à la planète et peut-être même à notre pays, la France. Et c'était l'éloge à la futilité des choses. Ils passaient leur temps à pomper. On voit cette pompe à bascule là. Et la devise était « il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, plutôt que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ». Quelle est la contribution de la mission? Est-elle exclusive ou bien y a-t-il d'autres facteurs? Alors, je l'illustre par un exemple. Il est virtuel, celui-là. Il y a deux fabricants de parapluies encore qui existent dans notre beau pays. Ils sont situés à Aurillac. Supposons, je travaille avec l'un d'entre eux. Au mois de septembre, on conclut une mission qui consiste à augmenter les ventes de 20%. Et puis, on se retrouve au mois d'avril-mai, à la fin de la saison, et je trouve la dirigeante, je trouve que c'est une femme avec un grand sourire qui me dit « Monsieur Pollard, on a fait 25% de mieux ». Et elle ajoute, et là je commence à être un peu inquiet, « Mais en fait, vous n'y êtes pour rien, Monsieur Pollard, parce que figurez-vous qu'on a eu un automne mouillé, on a un hiver déplorable, et vous vous souvenez du printemps, ça a été une catastrophe. Donc, vous n'y êtes pour pas grand-chose, en fait, c'est le climat, c'est ce fameux climat qui a fait que nous avons augmenté nos ventes de 25%. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné se poser la question en toute transparence avec le client, en disant, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient eux aussi avoir un impact, alors favorable ou défavorable, donc qui pourraient contrer les bénéfices de la mission. Donc, la question suivante, c'est quelle est la valeur? Quelle est la valeur de la mission? On va être un peu plus cru, hein. Combien ça rapporte? Il va falloir donc valoriser ces impacts opérationnels et c'est là que vous allez créer avec votre client la valeur dans sa tête par le dialogue. Avec une question additionnelle, c'est comment prendre en compte la durée. Et là, je vais vous raconter alors une histoire vécue avec une PME du secteur des services, 200 personnes. Le dirigeant voulait ouvrir un nouveau chapitre, un plan stratégique de développement sur 4 ans, avec d'abord un travail avec son comité de direction, puis un travail avec un groupe de 20 personnes, ce qu'il appelait les leaders d'opinion, puis fusionner les deux approches et finaliser la stratégie. Donc une coélaboration de la stratégie. Alors, je vais poser la question, quel est l'impact opérationnel? Il me dit, écoutez, c'est simple, hein, si la stratégie est connue, elle est comprise et que les collaborateurs se sont appropriés, alors forcément, nous allons réussir. Alors, je vais reposer quand même la question, mais vraiment, sur le plan opérationnel, quels sont les impacts que vous attendez? Alors, il me dit, je viens de vous le dire, si toute l'organisation est centrée et focalisée sur la stratégie, alors, collectivement, nous allons être plus efficaces.
Alors, le ton étant celui-là, j'ai hésité à lui reposer la question et une troisième fois, et je lui ai fait une proposition. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que l'ensemble des équipes, donc les 200 personnes, va être plus performant, allez, on va dire 2%. Ah, il m'a dit, bah, j'espère bien plus. Il dit, soyons raisonnables, disons 2%. La démarche va améliorer la performance de l'ensemble de vos équipes de 2%. Puis pendant combien de temps? Parce que ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts, ce truc-là. Et si on dit 6 mois, bah, il me dit oui, ça me paraît raisonnable, parce qu'après, il va y avoir de la construction de projet, de la collaboration, donc allons-y. Eh bien, écoutez, et je vous montrerai tout à l'heure le résultat, nous avions défini ensemble la valeur créée par cette mission qui était, vous avez compris, des impacts complètement intangibles. Alors, la question suivante, c'est quel est le coût de la mission? Alors, vous allez me dire, bah, c'est simple, c'est le coût de la facture. Pas si vite. Il y a aussi les coûts internes. Vous allez utiliser des ressources que vous allez mobiliser, évidemment avec l'accord du dirigeant, chez votre client, dans son organisation, dans son entreprise, pour mener la mission. Et évidemment, ces ressources, elles ont aussi un coût. Et c'est là que vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus face à un dirigeant, alors vous conseille, vous n'êtes plus face à un dirigeant qui peut vous percevoir comme quelqu'un qui veut lui piquer son pognon, mais que vous êtes vraiment avec lui, à côté de lui, et vous prenez réellement soin des intérêts de votre client. Et donc, vous passez aussi dans son esprit d'une dépense et donc d'une charge, et vous savez très bien que personne n'a envie de payer des charges, de quelque nature qu'elles soient, à la création de valeur. Et ça change tout. Alors maintenant, quel est le retour sur investissement? C'est le rapport entre les gains opérationnels, ces fameux impacts, et le coût de la mission. Alors les anglo-saxons, une autre méthode, hein, ils préfèrent parler de gains nets, donc ils soustraient des gains opérationnels, le coût de la mission, et ils le rapportent au coût de la mission. Donc dans l'exemple que je vous ai cité, les gains, on avait dit 2% de 200 personnes pendant une durée de 6 mois, ça fait l'équivalent, donc j'ai pris en salaire chargé évidemment, hein, les 24 personnes mois. Et puis le coût de la mission, moi j'avais facturé 6, j'avais effectivement mobilisé 20 personnes pendant 2 mois, ça faisait 8 personnes mois, donc le rapport 24 divisé par 8, ça fait 3. Retour sur investissement en 6 mois de cette mission de conseil était 3. Bon, je pense qu'en termes de retour sur investissement, c'est correct. En fait, en réalité, hein, je vais être franc avec vous, le client avait déjà décidé, mais du coup, le prix n'était plus un sujet. Alors, on révise ensemble. 5 questions. La première, quels sont les impacts opérationnels attendus de la mission? Quels sont les indicateurs? Et s'il n'y en a pas, essayons d'en mettre en place. Quelle est l'exclusivité ou non de l'apport de la mission vis-à-vis de ces impacts qui sont souhaités? Quelle est la valeur créée? Quel est le coût de la mission? Et donc, avec les 2 derniers ingrédients, vous êtes en mesure d'expliciter un retour sur investissement. Mais vous allez me dire, attendez, c'est dangereux cette affaire-là, parce que le conseil, tout le monde est d'accord sur la planète, hein, c'est une obligation de moyens, mais en aucun cas une obligation de résultat. D'ailleurs, j'espère bien que dans vos conditions générales de vente, vous l'avez explicitement écrit, obligation de moyens. Donc, pourquoi parler de retour sur investissement? J'ai envie de dire 2 réponses. D'abord, en faisant ce travail en toute transparence avec votre client, vous allez apparaître comme un gardien de ses intérêts et de son compte de résultat. Et potentiellement, vous différencier de vos concurrents. Et puis, vous sortez de ce fameux prix de journée qui est toujours questionnable pour un client qui peut comparer sa rémunération, en tout cas son coût, avec la vôtre. Donc, j'ai envie de conclure. Soit on travaille effectivement avec un compteur de taxi, hein, celui-ci est vraiment une antiquité, donc au temps passé, soit on est à la création de valeur, et je vous invite à opter plutôt pour la deuxième. Alors avant de nous quitter, vous reconnaissez ici tonton Albert, hein, Einstein. Il a produit beaucoup de ce qu'on appelle des fulgurances,
et j'ai envie de partager celle-ci avec vous que je vous laisse découvrir. En tout cas, si vous avez un bon retour sur investissement, votre prix n'est plus un problème, car en fait, nos décisions sont toutes émotionnelles. Alors, pour concrétiser, eh bien, je vous propose un atelier le vendredi 18 mars dans l'après-midi. Il sera en présentiel à Clermont-Ferrand et en visio pour ceux qui sont à distance. Il est évidemment gratuit pour nos adhérents, mais il est payant pour les non-membres. Et donc, vous allez pouvoir vous inscrire sur notre site cpc-aura.fr. Donc, nos rendez-vous à venir, dès cet après-midi, nous avons un atelier réservé à nos adhérents. Prospecter via les webinaires, c'est possible et facile, et j'ai envie d'ajouter, et c'est efficace. Donc, le deuxième rendez-vous, le vendredi 18 mars, on vient de l'évoquer. Et le vendredi 25 mars, nous aurons à nouveau un midi du conseil, cybersécurité et RGPD, même combat. Donc, inscrivez-vous sur notre site cpc-aura.fr sur l'agenda. Eh bien, il me reste à vous remercier de votre attention et nous allons pouvoir démarrer une session questions-réponses. J'ai deux questions pratiques, Alain. La première, c'est, on est d'accord que ce sera sur l'agenda à partir de cet après-midi, parce que là, Oui. il n'y est pas encore. Donc, ce week-end au plus tard. Et pour le lien pour le webinaire, il est déjà disponible. Je vais le partager tout de suite dans le bandeau. Et la deuxième question, qui est concernant le prix de la participation pour les non-adhérents, enfin plutôt le fait de la gratuité pour les adhérents, est-ce qu'elle s'applique également aux adhérents des membres de notre CPC, autres qu'Auvergne-Rhône-Alpes? Non, nos collègues des autres chambres sont évidemment nos collègues, donc ça sera évidemment gratuit pour eux. Et je ne sais pas si tu vois la question, mais on a une question de Jennifer qui nous demande si, dans ton esprit, tu indexes le prix de la prestation sur la valeur attendue. Alors, est-ce que c'est le prix de la prestation de cet atelier ou c'est le prix d'une prestation de conseil? Si c'est le prix d'une prestation de conseil, c'est effectivement ce retour sur investissement qui permet de valoriser la fixation de votre prix. Et c'est ce calcul que vous allez pouvoir faire. Alors, il serait évidemment prudent d'estimer un petit peu avant la conclusion finale, la négociation finale de votre offre vis-à-vis de votre client. Ok, Jennifer, si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On a une question de Estelle. Comment faire quand les résultats ne sont pas chiffrables? Elle donne un exemple. J'accompagne des particuliers en reconversion professionnelle vers le bilan de compétences, via le bilan de compétences. Alors, il peut y avoir une condition, c'est que si ce bilan de compétences, par exemple, il est financé par un organisme, le prix de la prestation, il est fixé. Donc là, j'avoue que la négociation me paraît difficile. S'il n'est pas fixé, c'est-à-dire effectivement c'est une prestation dont la personne bénéficie, mais c'est elle qui le finance, c'est toujours pareil, c'est de réfléchir avec la personne, le fait d'avoir un bilan de compétences, qu'est-ce qu'elle va estimer être l'amélioration de ses chances de trouver le job de ses rêves, de gagner du temps pour justement identifier ce job et d'essayer d'évaluer avec la personne le bénéfice qu'elle va tirer d'avoir avec vous construit un bilan de compétences qui va lui permettre d'être focalisé, d'être bien ciblé sur sa cible et donc d'avoir plus rapidement le job qui lui correspond. Merci Alain. Estelle, si vous avez besoin d'un complément, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc Christian qui ajoute la remarque qu'il y a aussi des indicateurs qualitatifs plus difficiles à évaluer. Oui, alors c'est ce que j'appelle ces intangibles. Par exemple,
améliorer l'engagement des personnels, en fait, il existe aujourd'hui sur le marché des enquêtes, hein, des organismes qui proposent des enquêtes pour savoir si effectivement l'engagement des personnels, quel est-il et est-ce qu'il bouge. Donc, il y a éventuellement des outils qui permettent, alors ce sont des enquêtes bien évidemment, hein, des sondages, mais qui permettent d'évaluer. Donc, évidemment, tout ce qui est intangible, c'est là que c'est le plus challengeant, enfin le plus délicat. Mais ça veut dire qu'il faut quand même chercher et peut-être trouver avec votre interlocuteur ou interlocutrice les réponses à ces questions. Donc, à vous, consultants, déjà d'avoir imaginé des pistes potentielles. Et puis, en direct, hein, l'exemple que je vous donne, c'est en direct qu'on se dit, finalement, le fait d'être tous alignés, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'être plus efficace. Comment on peut imaginer l'amélioration de l'efficacité? Vous avez remarqué que dans l'exemple que je vous ai donné, il n'y a pas d'indicateur. Hein. C'est-à-dire qu'on est au moment de la prise de décision. Hein. Je suis honnête avec vous. On est au moment de la prise de décision. Le résultat, il sera, est-ce que le patron est content? Est-ce que effectivement les projets qui vont matérialiser cette stratégie à 4 ans, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout le monde va être aligné, focalisé? Et là, effectivement, il n'y a pas de suivi opératoire possible sur un intangible de cette nature. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que il suffit de claquer dans les doigts, mais je suis en train de vous dire qu'il faut quand même poser la question, se poser la question avec ses interlocuteurs, son interlocuteur, et essayer d'élaborer effectivement des repères et en tout cas de créer cette fameuse valeur. Merci Alain. On a une question de Géraldine. Comment valoriser le prix d'une prestation quand la mission est récurrente au quotidien avec des missions très diverses? Elle précise qu'elle est responsable administratif et financier à temps partagé. Ah, d'accord. Donc là, vous êtes plus proche de ce qu'on pourrait appeler un collaborateur, en l'occurrence une collaboratrice, donc d'un salarié, d'une salariée. Donc là, effectivement, c'est un peu plus délicat. Mais je vais quand même vous donner un exemple, parce que figurez-vous que j'ai assisté une jeune consultante qui était un petit peu dans ce domaine-là. Figurez-vous qu'elle était salariée d'un organisme public, en l'occurrence, et qu'elle avait pris son autonomie, son indépendance, et qu'elle voulait faire le même métier, mais en tant que conseil. Et puis, son ancien patron, au bout de 6 mois, l'a rappelé et lui a dit, écoute, j'ai besoin de toi parce que tu as été remplacé, mais par une jeune femme qui est tombée enceinte, et donc là, je suis perdu, il faut absolument que tu m'aides. Et donc, elle avait construit sa proposition sur la base de son coût en tant que salarié. Elle avait évalué le temps qu'elle allait passer dans la mission, qui durait, je crois, 6 mois. Et puis, on a travaillé ensemble. Alors, on a passé 2 ou 3 rendez-vous d'heure au téléphone. On ne sait jamais, avec la situation que l'on connaît, on n'a jamais la possibilité de faire ça en face à face. Eh bien, figurez-vous que sa mission d'origine, elle l'avait valorisée à 5 000 €. Et dans la réalité, elle a été en mesure d'argumenter et de persuader son interlocuteur, son ancien patron, donc il savait effectivement quel était son niveau de rémunération en tant que salarié. Il l'a vendu à 10 000 €. Elle l'a vendu, pardon, à 10 000 €. Donc, elle a doublé sa proposition. Alors, le 5 000 €, elle n'en avait pas parlé, hein, mais entre ce qu'elle avait prévu et ce qu'elle a vendu, et son client était content. Alors pourquoi? Parce qu'elle lui a parlé des enjeux, il y avait des enjeux financiers à la clé, et donc elle a argumenté avec l'accord, et ça s'est passé, j'ose dire, tout seul. Alors, je ne sais pas si vous avez la chance, vous, d'être, c'est Géraldine, je crois, si vous avez la chance d'être dans ce contexte-là, mais posez-vous la question d'abord et posez-la ensuite à votre client. Quelle est la valeur que vous ajoutez? Si votre prestation n'est pas faite, quels sont éventuellement les enjeux? Quels sont les coûts? Quelles sont les pénalités? Quels sont enfin tout ce que vous pouvez imaginer? Quels sont les risques? Et donc d'essayer de dégager, toujours la même chose, de dégager de la valeur en dialogue avec votre client, avec peut-être quelques pistes de questions qui permettraient de faire prendre conscience à votre client que oui, vous créez de la valeur pour son organisation. Bien, je crois, Alain, que nous sommes arrivés au bout des questions.
Alors, Christian dit fort justement, effectivement, certains sont évaluables, hein. Le turnover du personnel, par exemple, bah, s'il y a une meilleure ambiance, si la stratégie est claire, si il y a une bonne notion de marque employeur, bah, forcément, il va y avoir moins de turnover. Donc ça, on peut l'identifier en début de mission et effectivement, on peut l'identifier à la fin, tout à fait, hein. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci de votre attention et puis bah, je reste à votre disposition pour un accompagnement individuel. Vous l'avez compris, si vous êtes un membre de nos chambres, la nôtre et celle des autres régions, je le ferai avec plaisir avec vous. Merci à toutes et à tous et nous vous donnons rendez-vous au plus tard pour le prochain midi du conseil qui se déroulera le même jour de la semaine puisqu'on est sur un mois magique. On sera donc le vendredi 25 mars sur une thématique qui peut ne paraître pas sexy, mais l'idée c'est de vous montrer qu'on a plusieurs enjeux autour de la cybersécurité et du RGPD et que finalement on peut peut-être faire d'une pierre deux coups et donc enlever 2 cailloux dans sa chaussure pour le même prix. Voilà, j'espère que j'ai bien appliqué les règles du retour sur investissement. Oui, très fort. Très fort, Werner. Et puisque c'est effectivement moi qui aura le plaisir d'animer ce midi du conseil. Sur ce, bon appétit à tous et à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. À Au nouveau, revoir. merci. Merci. À Merci. bientôt.